Madame, monsieur, bonsoir. Bientôt plus de TikTok aux États-Unis. C'est la question d'actu à laquelle nous répondrons avec nos experts dans cet épisode aujourd'hui, mais surtout déceler ses ramifications géostratégiques qui vont au-delà de la simple application au réseau social. Hier, avec ce vote à la Chambre des représentants, les US font un pas de plus vers l'interdiction de l'application chinoise, à moins que son développeur ByteDance se désengage ou vende carrément l'entreprise qu'on soupçonne de partager des données avec le gouvernement communiste chinois. Ce projet de loi a rassemblé les deux camps de la Chambre. Démocrates et républicains disent vouloir protéger les citoyens américains, notamment les plus jeunes. Toutefois, de nombreux utilisateurs de TikTok s'opposent au projet de loi, en particulier les créateurs de contenu, et pour cause. Ils monétisent leurs vidéos pour gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars américains chaque mois. Il faut savoir que 170 millions d'Américains seraient sur le réseau social et c'est à eux que le patron de TikTok a lancé un appel à faire entendre leur voix pour contrer ce texte de loi qui, s'il est adopté, donnerait 165 jours à ByteDance pour vendre la plateforme. Au-delà, il serait illégal, au-delà de cette date donc, il serait illégal pour les magasins d'applications de le rendre disponible en téléchargement. Mais à qui profiterait cette interdiction de TikTok? En dehors des États-Unis, l'Inde a également interdit TikTok à cause notamment de tensions géopolitiques entre New Delhi et Pékin. À l'ère où la guerre se mène aussi et surtout sur les plateformes sociales, la manipulation des masses devient une arme de plus en plus virtuelle. Et détenir l'accès à la pensée unique, ou pas d'ailleurs, vaut toutes les armées du monde. Pour le débat de ce soir, avec moi en plateau, l'analyste en stratégie internationale et enseignant à l'école de guerre économique, Nizar Derdabi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, Madame Khadija. Joint à nous depuis Vancouver, le professeur Hicham Mouatadid, expert en stratégie politique. Bonsoir Hicham Mouatadid et merci de vous joindre à nous depuis Vancouver. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc quelques chiffres, messieurs, juste pour planter le décor. Le TikTok en chiffres, c'est 63% des utilisateurs qui ont moins de 24 ans, 7 millions de petites entreprises aux États-Unis, 170 millions de personnes utiliseraient la plateforme toujours aux US et une information qui nous concerne, parce que nous sommes dans cette région Moyen-Orient, Afrique du Nord, eh bien, sachez que l'application TikTok a le meilleur taux de pénétration au monde dans cette région Moyen-Orient, avec 3 pays en tête, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Koweït. Voilà, juste quelques petits chiffres. Mais l'info et l'actu, c'est ce texte de loi. Professeur Derdabi, comment et pourquoi tout a commencé ? Est-ce qu'on peut dire que tout a commencé à l'ère Trump? Et pourquoi ce texte de loi maintenant, compte tenu du contexte? Alors on peut dire d'emblée que c'est un choix très fort des Américains, compte tenu de l'esprit américain. On sait que les Américains sont très attachés à leur liberté d'expression. D'ailleurs, elle est garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Mais je pense que toute cette démarche, elle est motivée par deux considérations principales. D'abord, un risque réel de fuite des données et de captation des données, qui n'est pas uniquement, on va dire, propre à l'application TikTok, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir oui. par la suite. Mais le risque est réel, il existe. Et deuxième considération, c'est, je pense, une considération de guerre économique, guerre d'influence, guerre d'information, qui rentre dans cette rivalité qui oppose de plus en plus les deux superpuissances et qui s'inscrit dans une rivalité stratégique qui ne touche pas uniquement le domaine économique, qui s'étend à d'autres domaines, le domaine du cyberespace, le domaine de l'influence, jusqu'au domaine militaire, et qui fait que de plus en plus, nous allons assister dans les années à venir, et probablement que la prochaine élection qui arrive des États-Unis va encore dessiner un autre visage, mais on s'attend à une montée des tensions qui va aussi se concrétiser sur les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Mais pourquoi plus précisément les réseaux sociaux? On sait qu'actuellement, on est dans une ère où ce qui a le plus de valeur, c'est l'attention des
des utilisateurs, du grand public. Que ce soit au niveau du business pour les entreprises, avoir l'attention des gens, c'est avoir un relais pour passer tout ce qui est message promotionnel, l'image de la marque, mais aussi pour les pays. On voit que plus on capte l'attention des gens, plus on utilise la voix des influenceurs, on peut passer des messages. C'est ce qu'on a vu au niveau de la guerre Russie-Ukraine, où par exemple l'armée russe demande le soutien de plusieurs influenceurs pour essayer de passer le message politique que veut passer le gouvernement. Bah oui, cette manipulation de masse, puis la technique de manipulation de masse, j'aimerais bien qu'on en parle dans le détail. Utiliser les émotions aussi, enfin, il y a plusieurs techniques, il faut vraiment peut-être mettre la lumière sur le mode opératoire de certaines de ces plateformes, de ces techniques-là de manipulation, et aussi de certains États, de certains gouvernements. Hicham Ouattadid, alors, est-ce qu'on peut considérer TikTok comme un cheval de Troie de Pékin aux US ? Je pense que quand même cette bataille relève plusieurs problèmes à 3 dimensions. D'abord, il y a la dimension politique, la dimension juridique, mais aussi il y a la dimension en fait stratégique au niveau international. Pour ce qui est de la dimension politique, surtout au niveau de la politique extérieure des États-Unis, il ne veut pas que, surtout avec la montée de la Chine, il ne veut pas perdre un certain nombre de données en faveur de la Chine, surtout qu'aujourd'hui, on est conscient qu'un certain nombre d'États concurrents essayent de travailler sur une collecte en fait de bases de données pour l'utiliser par la suite comme outil stratégique afin de manipuler en quelque sorte, que ce soit directement ou indirectement, la population future. Et comme on le sait très bien, il y a à peu près ou environ 170 millions de personnes qui habitent aux États-Unis qui utilisent en fait TikTok, et c'est une masse très importante au niveau de collecte de données pour un État comme la Chine qui se veut dépasser les États-Unis d'ici 2040. Mais que ferait justement, c'est pour ça que je parle de cheval de Troie, c'est-à-dire que maintenant qu'ils sont 170 millions de comptes, on parle de 7 millions d'entreprises américaines justement qui soient liées à TikTok, mais si elle a déjà accès aux données de ces 170 millions, est-ce que le cheval de Troie n'est pas déjà dedans, quoi ? C'est-à-dire, est-ce que ces données ont déjà été pompées, non ? Mais pour le coup, c'est la responsabilité aussi de l'entreprise de les garder, de ne pas les partager avec le gouvernement. C'est ça la nuance, selon vous ? Je pense qu'à cette date, il n'y a pas une confirmation officielle que le Parti communiste ou que les institutions chinoises ayant déjà accès à ce données, parce que les responsables en fait qui gèrent l'antenne en fait TikTok aux États-Unis, ils nient qu'ils n'ont aucune relation en fait avec le Parti communiste et qu'ils n'ont pas partagé aucune information au niveau de la base de données avec les institutions chinoises. Maintenant, les Américains, quant à eux, ils veulent anticiper pour des raisons sécuritaires bien évidemment toute fuite d'informations entre les mains du Parti communiste chinois, mais la question qui se pose, qui peut confirmer est-ce que les Chinois ont déjà mis la main sur cette base de données ou pas? Au cas où les Chinois ont pu vraiment avoir la main sur cette base de données, ça peut leur donner une certaine première lecture de manipulation par cette tranche d'Américains, mais ça reste quand même limité. Mais on connaît, je veux dire, si l'entreprise est chinoise, est-ce que vous pensez sincèrement, au vu, bien sûr, des réalités qui sont propres à la Chine, eh bien, ils ne partageraient pas des données, en sachant qu'aussi, aux États-Unis, c'est d'usage aussi de partager certaines informations sensibles avec qui de droit. Oui, bien évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a toute une bataille géopolitique entre la Chine et les États-Unis à ce niveau. Et on le sait très bien, on en est conscient, surtout au niveau des États qui sont conscients de l'enjeu de la dimension des réseaux sociaux, surtout dans la construction d'une certaine nation parallèle à la vraie nation qui agit en fait sur le territoire. Et on assiste quand même à un certain déplacement de l'esprit de la nation, de la société, du réel vers le virtuel. Et on sait très bien que dans le futur, les entreprises, que ce soit chinoises ou américaines, qui vont mettre le plus la main sur un certain ensemble de données stratégiques, vont avoir un impact sur l'économique, sur le politique et aussi sur le sécuritaire à l'intérieur des États.
il ne faut pas savoir qu'à partir de ces bases de données, on peut manipuler tout un système d'État ou déstabiliser un régime en passant par ce qu'on appelle une certaine démagogie ou une certaine propagande qui peut être facilement introduite à partir de ces réseaux sociaux. Par qui que ce soit par les entreprises ou par une certaine manipulation directe des États qui aussi, veulent pas, et sont impliqués là-dedans. Et pourquoi la Chine, alors vraiment ce serait une question peut-être naïve de ma part, mais pourquoi la Chine voudrait manipuler la jeunesse américaine? Parce que bon, l'essentiel des utilisateurs, comme je le disais, plus des 3/4 ont moins de 24 ans. C'est vraiment la next generation. Professeur Dardabi. Oui, c'est un peu ça. En fait, il faut évaluer la puissance de TikTok. D'abord, on évalue ça par le nombre d'utilisateurs et d'abonnés à travers le monde. TikTok est classé 3e derrière Facebook et derrière Instagram, mais comme vous l'avez bien précisé, le taux de pénétration et TikTok, le public cible, c'est les jeunes. Et on sait que l'impact qu'on a sur la jeunesse, donc c'est les jeunes, c'est le seul réseau qui touche des enfants. Ça veut dire que les enfants qui utilisent les réseaux sociaux, le premier réseau à utiliser c'est TikTok, mais jusqu'à la tranche d'âge des 20 et des 30 ans. C'est un public qui est très important, déjà pour tout le contenu publicitaire. On sait que c'est une tranche d'âge qui consomme beaucoup, exact. Mais également c'est une tranche d'âge qui a beaucoup d'influence, que ce soit au niveau politique, au niveau social, etc. C'est la tranche d'âge de population qui s'exprime le plus, qui est la plus active, et surtout qui sera appelé dans les années à venir à prendre des postes de responsabilité. Donc vraiment, c'est le cœur de cible d'abord de TikTok. Et il faut souligner aussi que TikTok, qui est classé 3e, donc comme je l'ai dit, Facebook, je pense, c'est 3 milliards d'utilisateurs actuellement. Instagram, c'est 2 milliards, donc j'arrondis un petit peu. TikTok, c'est 1,5 milliard, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre versant de TikTok en Chine, Douyin, qui est l'autre application, qui est uniquement ciblé vers le public chinois, qui regroupe 750 millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est pour avoir conscience d'abord du poids de TikTok, et c'est aussi pour la tendance. La plateforme TikTok est celle qui connaît la plus forte évolution. Et on s'attend à ce que les chiffres d'utilisateurs augmentent de plus en plus. C'est de se dire aussi que si ces chiffres devaient augmenter, pourquoi la vendre? Parce qu'en fait, en gros, ce texte de loi, rappelons-le, de la Chambre des représentants américaine veut tout simplement que Biden se désengage, en gros vende TikTok pour que justement les capitaux ne soient plus chinois et donc les Américains auront leur contrôle sur l'application. Du coup, on ne peut pas obliger non plus, venant d'un pays capitaliste de surcroît, on ne peut pas obliger une entreprise qui se porte très très bien, qui a un bel avenir devant elle, à vendre. Justement, ça c'est une obligation réglementaire, puisque ça va être voté. Ça a été voté à la Chambre des représentants, ça doit être aussi voté au Sénat. Alors pourquoi est-ce que ça inquiète à ce point les Américains? Pour 2 raisons principalement. C'est qu'il y a réellement des risques de fuite qui sont technologiques, parce que comme on le sait, chaque utilisateur, avant d'installer une application, on donne notre autorisation pour avoir accès à un certain nombre de... Donc le micro, la mémoire, etc. La caméra, etc. Oui. Et donc, sans en avoir conscience, ou bien beaucoup de gens en ont conscience, mais on saute le pas quand même, parce qu'on est dans cette précipitation de vouloir avoir son gadget, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers ces autorisations, l'application, on lui donne le consentement d'avoir accès à tout ce qu'il y a de data, de données dans notre téléphone. Ça peut être des photos, des vidéos, des documents, les mails, mais également, par exemple, quelque chose qui est très important, comme les historiques de recherche sur Google, par exemple. C'est ce qui permet à ces réseaux sociaux de connaître parfaitement la personnalité de chaque utilisateur. On sait quels sont vos goûts alimentaires, quelles sont vos destinations de voyage préférées, etc. C'est ce qui permet... vos choix politiques aussi. Et bien sûr, cela va de soi. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une loi qui a été sortie en 2017 en Chine. Exact. C'est la loi pour le renseignement qui oblige chaque entreprise chinoise à communiquer des informations au gouvernement chinois dans un cadre de sécurité intérieure.
Alors ça reste très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité intérieure? Et on imagine qu'il y a beaucoup de canaux entre aussi bien les autres grandes entreprises que précisément TikTok, qui est un instrument d'influence très important. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est tout ce qui est stockage des données. Ce que reprochent les États-Unis, mais aussi beaucoup de pays européens, c'est que la Chine stocke toutes les données des utilisateurs dans des data centers, plutôt dans des clouds chinois. Ce qui laisse en fait planer un voile de secret. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment une protection de ces données, ou bien est-ce qu'il y a un accès direct de ces données de la part des services de renseignement ou de toute autre administration chinoise? Donc en fait, le risque, il est réel. Ce n'est pas un risque qui est exagéré, qui est gonflé, mais ce qui change, c'est cette offensive et ce timing actuel. Pourquoi? Il y a la question du timing, j'aimerais bien qu'on revienne, parce que je n'ai pas été vraiment convaincue par la coïncidence, d'autant plus qu'il y a quand même un background à cette loi. Il y a quelques années, un certain Donald Trump, alors président des États-Unis, avait appelé à interdire cette application. Le voici aujourd'hui en train de défendre cette même application qu'il voulait interdire des États-Unis pendant son mandat. C'est dire l'importance finalement et le poids encore, l'influence de TikTok chez les votants plutôt, de voters. Alors, Hicham Mouatadid, comment est-ce qu'une loi déjà peut aller à l'encontre du premier amendement de la Constitution américaine? Que reproche-t-on vraiment à TikTok qui va à l'encontre de l'essence même de cette Constitution et de cette essence américaine tout court? C'est la liberté d'expression et la liberté de regarder ce qu'on veut, contrairement à d'autres pays, notamment la Chine, qui n'ont pas accès à Facebook ou d'autres applications qui ont été du coup fabriquées par l'ennemi américain. Oui, vous avez bien raison, Madame Hassan, de soulever ce point. Et d'abord, c'est un point qui a été soulevé par quelques visages influents au sein du Sénat. Et ça risque aussi d'impacter la décision du Sénat lors du vote, en fait, pour ce projet. Je pense que, d'après, en fait, les rumeurs et les informations qui circulent, que le projet de loi risque de ne pas passer, en fait, au Sénat, où il y a une forte présence des républicains, malgré que le président américain Joe Biden a confirmé aux médias que si le projet de loi passe au Sénat et il se trouve sur son bureau et il le signerait sans aucune hésitation. Donc, c'est un enjeu politique et il faut le contextualiser dans cette campagne électorale entre les républicains et aussi les démocrates. Vous l'avez mentionné, Trump a été vraiment pour la fermeture de TikTok aux États-Unis, au moins pour à ce que TikTok en fait soit une propriété américaine. Sinon, aujourd'hui, on le voit dans une position qui est tout à fait contradictoire pour la simple raison parce qu'il y a un membre, en fait, qui est en lien avec TikTok qui finance une partie de la campagne électorale de Donald Trump. Donc, c'est un enjeu politique, en fait, qui est présent dans cette campagne électorale entre les républicains et les démocrates. Et comme je l'ai déjà dit, que ce projet de loi a une forte chance de ne pas passer le vote du Sénat et donc ça va rester juste un enjeu électoral dans le cadre de cette campagne entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Mais il pousse aussi à la réflexion, la réflexion qui a déjà été menée, et c'est là où vraiment on retrouve toutes les techniques de manipulation finalement, basiques que l'on connaît, la distraction, la gradualité, infantiliser le public, utiliser les émotions, garder le public ignorant et surtout connaître l'être humain. Et quel meilleur moyen de connaître l'être humain que sa donnée, que ses recherches Google, tout simplement. Mais, professeur Derdabi, la question est la suivante. Est-ce que finalement, quand on a déjà un espèce de cheval de Troie qui a déjà collecté autant de données, est-ce qu'on n'a pas une certaine petite longueur d'avance par rapport à l'adversaire qui, au contraire, n'a pas accès à nos données, donc des Chinois, parce qu'un Facebook, en tout cas Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, n'est pas
consultables depuis le territoire chinois, à moins qu'on change d'IP. Bon, c'est une autre histoire. Mais in fine, ça veut dire que la Chine a déjà collecté des données sur les Américains, que les Américains n'ont pas fait pareil. Certainement, mais je mets une nuance. Parce que si on sait que la Chine a une politique beaucoup plus restrictive, beaucoup plus regardante sur toutes les applications, même sur les médias. Tous les médias ne sont pas accessibles directement en Chine. Même Wikipédia n'est pas accessible. Exactement. Ou bien il y a des versions qui sont adaptées au public chinois avec un contrôle du Parti communiste, ça on le sait. Mais par contre, ça n'empêche pas les Américains d'avoir, je dirais, plusieurs longueurs d'avance sur les Chinois en ce qui concerne le domaine du renseignement. Parce que peut-être que capter les données à travers les réseaux sociaux, c'est une technologie, c'est une technique, c'est une méthode qui est récente, qui remonte à l'avènement des réseaux sociaux. Par contre, les États-Unis, mais toutes les puissances, ne se privent aucunement d'essayer d'avoir le maximum de renseignements. On connaît, donc il y a les anciennes méthodes de renseignement, c'est le renseignement humain qu'on appelle Human Intelligence, mais on a aussi le renseignement électronique où les Américains ont plusieurs longueurs d'avance sur les Chinois, mais sur tous les autres pays, à travers la CIA, qui est l'agence la plus connue, mais l'agence qui a le plus gros budget et les moyens les plus forts en termes de captation de renseignements, qui est la NSA. C'est la première agence de renseignement au monde concernant le budget, le nombre de personnes qui y travaillent, et à travers des yeux électroniques, les satellites, à travers leurs stations d'écoute qui sont disséminées à travers le monde. On peut parler de plusieurs stations, mais par exemple Djibouti, qui concentre d'ailleurs beaucoup de bases militaires dans un endroit très stratégique. On comprend maintenant, quand on voit le contexte, parce qu'il y a le Proche-Orient, il y a les pays, la majorité des pays qui ont les plus importantes réserves d'hydrocarbures. Donc, il est sûr qu'à travers TikTok, la Chine a un nouveau canal, on va dire, de captation des informations. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le timing... Est-ce qu'il s'agit que de captation d'informations ou il s'agit aussi de manipulation des masses? Alors, je pense que la manipulation de masse n'est pas le fait des fonctionnaires de TikTok. Ce n'est pas l'application de TikTok qui va manipuler les gens. Ah bon, ce n'est pas les algorithmes qui font qu'on regarde telle chose ou si, les algorithmes, ils ont un seul but. En fait, le modèle économique de tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc., c'est que l'utilisateur passe le plus de temps sur son téléphone et sur l'application. Donc, on joue sur l'émotion, on joue sur... Enfin, c'est expliqué de manière scientifique, c'est qu'on essaye, pour l'utilisateur, de lui donner ce shoot de dopamine. Donc, si on est intéressé, par exemple, par le foot, on va vous faire proposer des images de buts de Messi ou de tel exploit, etc. Si vous aimez plutôt des artistes, des chanteurs, on va vous passer le centre d'intérêt que vous aimez. Donc ça, c'est pour vous retenir et vendre cette publicité. Par contre, tout ce qui est manipulation, ça, ce sont d'autres personnes, d'autres agences, des officines. On a parlé du renseignement, de services de renseignement. On sait ce qui se passe, ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe également maintenant à Gaza, où il y a vraiment une guerre informationnelle et une guerre d'influence. C'est-à-dire qui des deux camps pourra le plus toucher le plus grand nombre de citoyens à travers le monde, mais surtout avoir la sympathie et avoir l'empathie de ces personnes. Et de soutien pour le coup. Donc, pour moi, ce n'est pas TikTok ou Facebook qui jouent peut-être de la manipulation, ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que leur intérêt, c'est le modèle économique, c'est avoir le plus d'utilisateurs possible, avoir le plus de bandes d'annonces publicitaires possibles, mais il faut qu'il y ait une certaine éthique dans l'utilisation de TikTok par le propriétaire. Après, pour les autres acteurs, c'est une autre question. Mais, oui. Je vous voyais acquiescer. Même si, quelle éthique devrait avoir quelqu'un qui gère une compagnie en connaissant, bien sûr, les déboires qu'il y a eu aussi du côté de Facebook, du partage d'informations, British Analytica, tout ce scandale-là. Toute une série qui est toujours, d'ailleurs, en cours. Hicham Mouatadid, in fine, dans cette guerre informative, est-ce qu'on a certains qui se démarquent? On a un X, anciennement Twitter, qui aujourd'hui veut se démarquer comme une plateforme justement libre, qui n'est pas
contrôlé, contrairement à Meta ou à TikTok ou à d'autres plateformes. Est-ce qu'on est en train de vivre comme une... ou est-ce qu'on peut dire qu'Elon Musk est aujourd'hui un peu le Robin des Bois de l'information? Je pense que ces outils d'information sont différents à la fois et complémentaires. Chaque outil en fait technologique a sa cible en fait ou sa part dans le marché et en les rassemblant tous, ça pourrait donner une idée générale sur le mouvement en fait des populations, des sociétés, des nations, etc. Donc, comme l'a mentionné votre invité, ces outils, ces réseaux sociaux ne sont que des outils qui pourraient être utilisés par des acteurs étatiques ou non étatiques afin de comprendre en fait le développement des comportements des citoyens et des fois des citoyens selon en fait la vision de l'État, parce que certains États gèrent aussi, ont une vision beaucoup plus client que citoyen vis-à-vis de leurs individus ou personnes qui vivent sur leur territoire. Donc, c'est des outils qui permettent en fait à ces États ou à ces organisations non gouvernementales de savoir et de comprendre la dynamique sociétale et l'évolution des nations afin de les manipuler par la suite ou au moins de proposer ce qu'ils veulent comme marchandises à consommer sur un territoire et dans un temps limité. Je pense que c'est une guerre sérieuse et que les responsables, en fait, que ce soit politiques ou autres, qui sont au niveau de la gestion des affaires de l'État ou de la chose publique, doivent prendre en considération afin de protéger d'abord leur population et surtout de veiller à une éducation virtuelle afin de ne pas être une victime de manipulation extérieure, surtout avec une montée anarchique de ce qui se passe en fait au niveau planétaire pour ce qui est de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et on ne connaît pas à ce point quel impact politique réel serait sur le choix politique, surtout des pays qui sont en voie de développement et qui n'ont pas cette capacité d'analyse et n'ont pas aussi ces moyens d'analyse de protéger leur société. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à une guerre entre les grands pôles, à l'exemple des États-Unis et de la Chine. Ils s'investissent en fait pour protéger beaucoup leur population, mais surtout aussi qu'il y a une éducation qui se fait à l'intérieur en fait des États-Unis et de la Chine pour préparer leur population à ne pas tomber victime ou être victime en fait d'une manipulation extérieure. Maintenant, la question qui se pose, c'est vraiment du côté des pays en voie de développement, qui manquent de ressources et qui manquent de vision et qui manquent en fait d'une certaine prise de conscience réelle, surtout du côté politique. Je parle pas en fait des cadres et des professionnels qui sont très présents et qui sont compétents à secteur, mais surtout du côté politique en fait, des personnes qui sont responsables de gérer la chose publique, de gérer en fait les secteurs publics, jusqu'à quel point ils sont capables et sont conscients de prendre en considération le danger de cet enjeu qui peut mettre en risque à n'importe quel moment en fait la stabilité du système en place de leurs États dans leurs États en fait. Donc, c'est un... Oui. Alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut sensibiliser parce que finalement, on l'aura compris, réglementer reste très compliqué. Sensibiliser, éduquer en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas Mais pas réglementer. C'est-à-dire, en fait, la réponse ne vient pas des lois. C'est-à-dire, il ne suffit pas de voter une loi pour... Est-ce qu'on peut, à ce jour, en 2024, interdire l'accès à un réseau social quelconque ? Même dans les régimes les plus stricts, comme la Chine par exemple, on change de VPN pour avoir accès à Instagram, Facebook, mais ça reste une minorité. Mais soit, c'est-à-dire que réglementer l'accès à un réseau social en 2024 relève un peu de l'obsolète. Alors ce que vous dites, vous, par contre, c'est que la sensibilisation et l'éducation restent des outils que les gouvernements peuvent utiliser, que n'utilisent pas assez, selon vous, aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a un manque quand même négligeable dans ce sens et je pense qu'il faut investir là-dedans, surtout pour protéger en fait l'esprit de la société et celui de la nation en place. Parce que ce qui est très important, c'est
c'est d'accompagner en fait la population à comprendre les vrais enjeux et de ne pas tomber facilement victime de ceux qui peuvent manipuler en fait de l'extérieur un certain nombre en fait d'individus qui sont sur un autre territoire. C'est facile aujourd'hui à partir des réseaux sociaux qu'une entreprise qui, par exemple, se trouve dans un territoire X, de manipuler une population qui se trouve dans un territoire Y, surtout si cette population n'est pas outillée, n'est pas éduquée, n'est pas sensibilisée vraiment à la réalité, aux enjeux des réseaux sociaux. On l'a vécu, le printemps arabe a été vraiment un exemple, une épreuve vraiment très délicate à ce niveau dans le monde arabe. On a vu comment certains États ont facilement vraiment chuté, ou certains régimes ou systèmes ont facilement été vraiment démontés à travers en fait la négligence en fait de l'importance de l'Internet ou de l'accès à l'information par leur population de la part de l'étranger. Oui, alors en parlant d'accès à l'information, il n'y a pas que les États-Unis qui commencent à montrer un peu qui montrent quand même qu'ils ne sont pas contents de TikTok. Il y a l'Union européenne, une enquête qui vise le même réseau social chinois pour des manquements, je cite, présumés en matière de protection des mineurs. Professeur Dardabi, là, on est en train de toucher au cœur de la société, de la société américaine, mais aussi européenne. Et là, vraiment, on est au-delà de la manipulation. Là, il y a des risques encore plus dangereux, même si la manipulation constitue un risque aussi pour les jeunes générations, mais encore plus dangereux pour les mineurs, en tout cas, exactement, et des mineurs qui ont accès à ce réseau social. En fait, beaucoup de voix qui s'élèvent en Europe. Donc, à part tout le côté, on va dire, risque sur la sécurité, la protection des données, ce qu'on reproche principalement à TikTok, un peu plus que les autres, c'est que TikTok est fait de manière intentionnée de la part du régime chinois pour abrutir les populations, de par le contenu. Donc, ils disent même que c'est une forme de démence technologique envers la population, surtout des jeunes, etc. Et d'ailleurs, ils prennent pour exemple que, comme je l'ai dit tout à l'heure, TikTok a 2 versions. TikTok, c'est la version worldwide. Hors Chine. Et en fait, la plateforme ne propose pas les mêmes contenus. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que c'est avéré? Alors, c'est prouvé, il suffit juste de se connecter, de voir ce qu'il y a. Ce qui est sûr, c'est que déjà, sur la version chinoise, il y a une limitation en termes d'heures d'accès aux jeunes. Oui. Donc ça, c'est déjà avéré. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que les contenus sur la version TikTok chinoise sont plutôt tournés vers des contenus éducatifs, alors que sur le reste du monde, c'est plutôt des contenus addictifs. Alors ça, donc c'est déjà sur l'émotion, ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement, exactement. Et le problème maintenant de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, c'est que pour tout ce qui est réglementaire, c'est beaucoup plus difficile pour légiférer, pour réglementer. Mais ce qui a été fait actuellement, c'est que toutes les administrations des pays de l'UE ont interdit à leurs fonctionnaires, donc les fonctionnaires dans les administrations, surtout les administrations sensibles, les militaires, etc., d'installer, donc une interdiction d'installer TikTok sur leur téléphone professionnel. Après, tout ça est confronté en fait à toutes les libertés qu'ont l'habitude d'avoir les citoyens européens. On ne peut pas du jour au lendemain interdire l'accès à une plateforme, soit pour du divertissement, soit pour les gens qui utilisent cette plateforme. On sait que maintenant beaucoup de jeunes choisissent le chemin d'être influenceurs. Ça paye beaucoup. Ça bénéficie à eux, mais ça bénéficie aussi à beaucoup de commerces. Exact. D'ailleurs, le président de TikTok, il a invité tous les utilisateurs américains à faire pression sur les législateurs américains. On sait que les élections américaines sont proches et que parmi ces 170 millions d'utilisateurs... C'est quand même la moitié de la population américaine. Enfin, sur 300 millions, 330 millions, il y a quand même 170 de comptes, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a une personne qui peut en avoir 2. D'ailleurs, ça constitue un problème aussi, cette question de on ne sait pas qui est derrière ces chiffres, qui est derrière ces comptes. Ça, c'est un autre gros problème, parce qu'en fait, la révolution Internet, elle a bénéficié au début de ce libre accès de la population à travers le monde pour s'informer. Avant Internet, on s'informait soit
en regardant les journaux télévisés, en lisant le journal ou en allant à la bibliothèque. Maintenant, il y a cette ouverture au monde, cette liberté d'abord de s'informer, de s'exprimer, mais le gros point noir, le côté obscur, c'est l'anonymat. Et comme maintenant les créateurs de contenu, les influenceurs ont une voix qui porte parfois beaucoup plus que celle des médias, parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés. On sait par exemple que les informations, en France, la chaîne d'un jeune Hugo Décrypte a l'audience qui est beaucoup plus importante que tous les journaux télévisés français réunis. Donc on sait l'impact que ça a sur la jeunesse, mais le problème c'est que derrière l'anonymat, il n'y a pas de reddition des comptes. Il y a la désinformation. Au moment où le journaliste est comptable de ce qu'il avance comme information, la personne qui est anonyme sur X, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social peut dire tout ce qu'il veut sans qu'il y ait cette obligation d'avoir cette éthique journalistique, de savoir quoi transmettre et de vérifier ces informations. Et c'est là où réside le danger. De la désinformation, parce qu'on est en plein dedans, et d'ailleurs, c'est l'un des... d'ailleurs, les services de renseignement américains, alors que justement la campagne électorale a commencé, ils disent que le plus gros risque face à ce grand rendez-vous de la démocratie, de la première démocratie américaine, mondiale, donc aux États-Unis, c'est la désinformation, c'est le plus gros risque. Hicham Mouatadid, encore une fois, il y a la désinformation. Il y a certaines actions qui ont été prises, mais à titre singulier, j'ai envie de dire. Par exemple, l'Italie qui impose aussi une amende à TikTok. In fine, vous avez parlé tout à l'heure des États, des gouvernements, ce qu'ils peuvent faire, mais in fine, est-ce que le monstre n'a-t-il pas trop grossi pour être contenu et que finalement dans des pays, parlons-en justement, je parlais des taux de pénétration notamment dans la région Middle East and North Africa, notamment au Moyen-Orient, est-ce que finalement les populations ont été happées par ce mouvement-là et que il est très difficile, voire impossible de changer les choses compte tenu de l'ampleur de cette addiction qui est TikTok et autres réseaux sociaux? C'est une très bonne question. Je pense qu'on ne peut pas changer les choses, mais on peut encadrer, en fait, jusqu'à certains points, ce qui se passe actuellement. Ceux qui ont choisi d'aller contre la vague, on l'a vu, ils ont déjà été ou ils ont facilement vraiment lâché ou dépassé. Mais ceux qui essaient vraiment de comprendre cette nouvelle culture, d'outiller en fait le responsable par les outils qu'il le faut pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe, comment le gérer, comment proposer en fait des alternatives afin qu'on puisse protéger la société ou les individus sur notre territoire. Je pense que c'est par là que ça doit passer en fait la stratégie de protéger la nation, la société ou les citoyens. C'est vrai qu'on parle en fait dans cette ère de désinformation, de la manipulation ou la présence d'une grande vraiment manipulation dans cet espace virtuel, mais aussi il ne faut pas oublier que pour chaque manipulation, on peut développer en fait des outils qu'on appelle des contre-manipulations. Et c'est à ce niveau-là que l'État ou les responsables politiques doivent se concentrer pour encadrer et accompagner cette nouvelle culture virtuelle. Donc, il faut vraiment axer sur le fait de comprendre cette culture, de l'accompagner en proposant de la réglementation, de faire comprendre en fait l'objectif de cette réglementation à la population, d'introduire cet enjeu dans l'éducation, dans le système éducatif en fait des pays en place, et surtout aussi de veiller à toujours sensibiliser d'une manière très continue selon les tranches d'âge, avec les différents moyens, toute la population pour qu'ils soient prêts et avoir vraiment les outils à décoder ce qui se passe dans ce nouveau monde en fait virtuel. Je le dis aussi, et j'en suis conscient, c'est que c'est vrai, jusqu'à certains points, on a vécu dans un cadre de gestion de la population, ou ce qu'on appelle la société ou la nation d'un point de vue réel. Maintenant, il faut dépasser de porter cette lunette, de voir la société juste à travers le réel, mais aussi d'être conscient qu'à l'intérieur de l'État, dans un pays, il y a ce qu'on appelle un esprit ou une opinion publique virtuelle
qui se forment, qu'il faut comprendre, qu'il faut accompagner, qu'il faut gérer et qu'il faut encadrer, et pour protéger en fait la sécurité nationale et protéger surtout l'identité virtuelle de la nation et de la société au sein de cette virtuelle mondiale qui s'impose. Exact, qui s'impose et dont on voit déjà les résultats. Nizar Derdabi, cette guerre hybride a déjà fait des victimes, notamment occidentales. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir juste sur cette question de comment faire pour réglementer. Alors, les États, depuis quelques années, dès qu'ils ont été conscients de ce pouvoir d'influence des réseaux sociaux, ont essayé d'encadrer, de contrôler, jusqu'à ce que le monstre arrive à la taille qu'il a aujourd'hui. Les réseaux sociaux, maintenant, ce sont des mastodontes économiques et en termes d'influence qui n'ont nulle pareil maintenant. Les GAFAM font partie maintenant, au niveau de la gouvernance mondiale, ils ont un poids politique énorme. D'ailleurs, on le voit quand Elon Musk se déplace dans un pays, il est reçu comme un chef d'État. Exact. Il a un poids économique, il a aussi une influence beaucoup plus importante. On voit ce qui s'est passé au début de la guerre en Ukraine. L'Ukraine a été coupée d'Internet de la part de la Russie. Elon Musk, en tant que seul acteur, a permis, à travers son réseau de satellites Starlink, de fournir l'Internet à l'Ukraine. Donc imaginez le poids qu'a cette personne. Et on imagine qu'avec ce poids, il y a une influence, il y a du lobbying qui fait qu'il est de plus en plus difficile de contrôler, d'abord par le poids de ces personnes, mais aussi par l'impact qu'il a sur la société et sur les utilisateurs à travers le monde. On imagine mal n'importe quel pays, et d'ailleurs pour revenir le cas américain, je vois mal comment, si ça passe sur le plan légal et juridique, comment ça va être accepté par la population. Comment est-ce qu'on va couper des millions de jeunes qui ont l'habitude d'avoir leur réseau, qui passent des heures durant cette journée, en sachant que beaucoup de petites entreprises de commerce basent leur modèle économique de publicité sur les réseaux sociaux. Exact. Donc ça, c'est un point. Vous avez parlé maintenant de guerre hybride, de cette menace qui fait que la guerre hybride, maintenant, de plus en plus de pays, au lieu de passer par un affrontement direct militaire, qui est très coûteux sur le plan humain, coûteux sur le plan politique, c'est très difficile de venir et de décréter la guerre. On l'a vu même pour Poutine, qui est quand même un système qui n'est pas très démocratique, on va dire, qui est à cheval. Mais malgré ça, il y a beaucoup de travail en termes d'influence pour convaincre la population de la légitimité de faire une guerre. Donc la guerre hybride permet aux États, à travers des attaques sous le seuil, donc soit des cyberattaques, une guerre informationnelle, de la guerre économique, pour pouvoir entretenir cette rivalité avec leur adversaire. Et ça se joue en dehors des frontières, parce que la Russie, c'est pas que dans ses frontières. Quand je disais que ça avait fait, cette guerre hybride, des victimes occidentales, je pensais naturellement à la France, notamment en Afrique, exactement, dans le Sahel, mais aussi en Afrique subsaharienne, où on voit la popularité de la France fondre comme neige au soleil. Ça ne vient pas que de la politique macronienne qui se plante un peu sur les orientations à prendre, mais surtout d'un travail de fond qui se fait au niveau des populations de manipulation notamment. On a mesuré ça sur le terrain, c'est qu'au lendemain quand Barkhane était encore présente au Mali et dans d'autres pays, la population s'est soulevée suite à des campagnes orchestrées, on le dit clairement parce que ça a été prouvé par les services russes. Et donc pour la Russie, c'est un nouvel levier pour essayer de porter un coup à l'image de la France, et ça revient beaucoup moins cher de passer par les autres canaux, on va dire, un peu plus conventionnels. Surtout que l'IA permet, et on va finir par ça, Hicham Ouattadid, l'IA permet d'intensifier cette intensité d'intensifier l'influence, d'intensifier l'influence et de la porter à une échelle vraiment de masse, avec S au pluriel. Je pense que oui, vous avez raison, parce que lorsqu'on parle en fait non seulement d'une manipulation traditionnelle des réseaux sociaux, mais en introduisant
un autre degré ou dans une autre dimension en la présence de l'intelligence artificielle, le problème devient encore plus sérieux. Pourquoi? Parce que là, on assiste à des robots qui peuvent générer un contenu en fait falsifié rapidement et de masse partout en fait en utilisant les différentes plateformes et réseaux sociaux, et ça peut avoir un impact beaucoup plus rapide qu'une manipulation traditionnelle en fait qu'on connaît depuis quelques années. Aussi, à travers en fait l'intelligence artificielle, on se base souvent sur le micro-ciblage. En fait, par exemple, si on vise une tranche de société, une tranche en fait d'individus dans une société ou une partie en fait, une sous-culture en fait ethnique dans une société, on peut aussi utiliser en fait l'intelligence artificielle afin de manipuler en fait cette sous-culture en fait à l'intérieur de la nation pour réaliser notre objectif. Aussi, la personnalisation du contenu, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup dans ce sens. Et donc, on est dans une situation où l'amplification de la désinformation devient beaucoup plus rapide. Et donc, les États qui ne sont pas prêts, ni financièrement, ni intellectuellement, ni culturellement, vraiment de faire face à cette rapidité ou ce développement rapide en fait de l'intelligence artificielle, feront face certainement à des sérieux problèmes au niveau de la protection de leur population et aussi au niveau de veiller en fait à un développement sain, parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un développement sain de la société ou de la population sans prendre en considération cette dimension virtuelle qui prend place au sein de l'esprit public. De l'esprit public et du temps de ce public, puisque le temps quotidien moyen passé par les utilisateurs sur TikTok, on va finir sur ces chiffres si vous le permettez, ce temps quotidien passé sur TikTok, c'est 4 fois la durée moyenne passée sur Snapchat, c'est 3 fois le temps passé sur Twitter et 2 fois le temps passé sur Facebook. C'est dire qu'on voit l'influence de TikTok et aussi la menace que pourrait représenter cette plateforme Made in China. Le Made in China a bien évolué depuis. Merci beaucoup, professeur Dardavi. Merci à vous. Merci à vous également, Hicham Ouattadid. Merci d'avoir été avec nous depuis Vancouver. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée et faites attention. Le danger des réseaux sociaux guette et celui de TikTok particulièrement. J'espère qu'on a réussi vraiment à mettre la lumière sur cela dans cette émission. Très bonne soirée à tous.